Merci. Damien, on vous libère, à moins que vous souhaitiez rester là. C'est comme vous voulez. Et donc on passe au point numéro 2, qui était le point numéro 1, du coup, sur notre programme d'aujourd'hui. Donc c'est l'adoption du PLH de Nantes Métropole et de la fiche communale. Avant de laisser la parole donc à Monsieur Van der Berg, notre adjoint à l'urbanisme, je fais comme tout à l'heure une introduction qui remet le cadre un petit peu de ce plan local de l'habitat. L'arrêt du projet donc, du PLH est passé en conseil métropolitain le 22 juin. Il fixe les objectifs pour 2019-2025 pour répondre aux objectifs en logement et hébergement des ménages sur l'agglomération nantaise. Son objectif est simple, offrir à chacun des solutions de logement à chaque période de sa vie selon ses moyens et dans la diversité des situations. Chaque commune a pu décider des objectifs en matière d'habitat sur son territoire. Il comprend des éléments quantitatifs et des éléments qualitatifs. Sur les éléments quantitatifs, l'ancien PLH, donc, qui se termine en 2018, était de 2010-2018 pour pouvoir suivre effectivement le vote du PLUM, hein. Sinon il aurait été de 6 ans comme le mandat, il a juste été adapté sur le PLUM, était de 90 logements par an. On a souhaité le reconduire, c'est une vraie décision qu'a pris la commune, c'est pas la métropole qui nous l'a imposé, parce on a vraiment négocié pour pouvoir rester sur nos 90 pour ne rien changer. C'est un objectif qui correspond à notre dynamique de la commune, qui est en développement et qui est attractive. Et on doit s'en féliciter d'avoir une commune aujourd'hui qui est dynamique et attractive. Parce que cela nous permet de conserver nos services publics de proximité nécessaires aux habitants, je parle de la poste, de nos écoles qui sont remplies, et de garantir à nos commerçants et entreprises la pérennité de leur activité. Ça nous permet aussi, ce PLH, de remplir nos objectifs en logements sociaux, parce qu'on a beaucoup de demandes prioritaires de Sourignirois qui attendent un logement social notamment. Je vous rappelle que 70% de la population peut prétendre à un logement social, donc c'est bien une diversité de personnes qui peuvent arriver sur ce parc-là. Aujourd'hui, on est à 11,7% de logements sociaux, on devrait en avoir 25% selon la loi SRU, donc inutile de dire qu'on a des pénalités qui sont assez importantes qui nous tombent dessus. C'est aussi, ce PLH, une manière de répondre aux demandes des Sourignirois ou de personnes du territoire assez proches qui souhaitent rester ou revenir aux Sourinières. Je peux vous citer un exemple, par exemple, c'est le début du projet Cœur de Ville, donc, qui est en train de bientôt sortir de terre. En tout cas, il y a déjà des prospects qui sont arrivés pour pouvoir demander ces logements. Aujourd'hui, il y a plus de 150 demandes qui sont faites sur le cœur de ville et toutes les demandes sont faites par des Sourignirois ou des gens qui habitent les communes autour. Donc, il y a bien la preuve que c'est une demande et qu'il y a un besoin sur les Sourinières. Tout cela en conservant la maîtrise de notre identité, c'est bien la question, et de la qualité de vie qu'on peut avoir aux Sourinières. Au-delà du quantitatif, donc je viens de brosser rapidement le portrait. Dédé, après, tu pourras faire effectivement toi le détail plus précisément de notre fiche communale. Au-delà du quantitatif, il y a le qualitatif, et je crois que c'est vraiment la grande valeur ajoutée de ce PLH, parce qu'il parle de rénovation énergétique. Je crois qu'on est tous là dans la transition énergétique, on est tous conscients des charges que ça peut avoir sur les personnes d'avoir des logements qui sont énergivores. Plus de solidarité, la prise en compte d'évolutions démographiques, que ce soit pour les personnes âgées et vieillissantes qui accélèrent au niveau du nombre, et des jeunes aussi qui sont en recherche de logement. Et aussi de la prise en compte des évolutions sociologiques, là je pense aux familles recomposées, donc des logements plus grands, ou alors des familles, des personnes seules, qui sont de plus en plus nombreuses aussi. Et surtout, je crois, une véritable volonté politique sur les personnes en situation de handicap, puisque dans ce PLH, il est question de 100% de logements accessibles, alors que l'État, avec la loi Elan, lui, nous préconise 10. Donc je crois que c'est vraiment une vraie volonté. Donc je crois que la valeur ajoutée de ce PLH, au-delà du chiffre, il y a quand même ce qualitatif qui veut dire quelque chose aujourd'hui. Je te laisse la parole, du coup, André. Madame le maire a déjà dit beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas donc tout relire, je vais simplement donner quelques informations supplémentaires.
Les élus métropolitains ont voté le 22 juin les grandes orientations en matière d'habitat pour les 6 prochaines années, valables jusqu'en 2025. Comment on en est arrivé là? C'est que les comités de pilotage se sont réunis plusieurs fois pour faire d'abord établir un diagnostic de ce qui existe, de ce qu'a apporté, ce qu'a fait ou ce qu'a ne pas fait, le PLH 2010-2018. Donc, à l'issue de ce diagnostic, se sont dégagés des enjeux et une synthèse a été faite avec pour objectif justement de prendre en compte tous les remarques suite à ce diagnostic. C'est d'abord garantir la cohérence des politiques publiques métropolitaines. C'est mettre en place une stratégie foncière au service de la politique publique de l'habitat. C'est également poursuivre la politique de diversification de l'offre de logement, de renforcer la réponse en matière de l'accessibilité abordable, on le verra par la suite, ça fait partie des orientations, des 5 orientations qui en découlent, d'assurer l'égalité d'accès en favorisant la fluidité du parcours résidentiel dans la métropole. Là aussi, c'est quelque chose qui est très important. On le voit bien qu'aujourd'hui, le parcours résidentiel, souvent, c'est une personne seule qui se met en ménage ou pas en ménage, qui a des enfants. Les enfants s'en vont, il reste donc que les anciens. Tout ce parcours-là, il faut qu'il soit pris en compte au cours du PLH et à partir de 2019, puisque c'est là que ça démarrera. On voit bien aujourd'hui, on a assisté à un phénomène, on a aujourd'hui des anciens qui sont dans des logements très grands, des T5, et qui aujourd'hui, on n'en connaît pas toujours le nombre, et on a aussi des demandes de personnes qui ont des enfants et qui ne trouvent pas de T5, parce qu'ils sont déjà occupés. Donc toutes ces choses-là, il faut revoir, il faut retravailler là-dessus, et il faut avoir une meilleure connaissance du parc locatif social. Il faut poursuivre les efforts de production de logements sociaux, ça on va le voir tout à l'heure. Améliorer la connaissance du parc existant, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les communes, on ne connaît pas du tout le nombre, les parcs existants et le nombre de logements qui sont vides. Là, aujourd'hui, ce sera plus facile à le savoir grâce à un guichet unique. Accompagner les évolutions démographiques, ça je l'ai déjà dit. Donc ce diagnostic a contribué à la mise en place d'un programme d'action. Et ce programme d'action se définit sous 5 orientations. Alors, vous en avez une grande partie qui est décrite dans votre notice, là. L'orientation 1 qui permet d'accompagner le développement de la métropole à l'horizon 2030, en l'inscrivant dans la transition énergétique, comme a dit Christelle, avec pour option la réhabilitation des logements existants publics et privés, le maintien d'une production annuelle de 6 000 logements neufs, et en adoptant une politique de l'habitat au service de la qualité de vie des habitants. C'est très important aujourd'hui, il faut que le logement réponde aux besoins des habitants. On voit bien qu'une personne âgée n'a pas les mêmes besoins qu'une personne beaucoup plus jeune, et il faut donc que la qualité des logements prenne en compte toutes ces options. L'orientation 2, c'est conforter la diversification de l'offre de logements neufs pour mieux répondre aux besoins et faciliter les parcours résidentiels et l'équilibre territorial. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre en compte donc le parcours résidentiel. Pour cela, il faut redéfinir l'action aidée dans la métropole, notamment pour les ménages aux ressources moyennes, qui donnent droit au PSLA, pour prêt locatif social d'accession. C'est 1,5 à 2 SMIC par ménage. Et notamment aussi permettre à l'accession intermédiaire donnant droit au PLS, ce qui correspond à peu près à 2,5 à 3 SMIC par ménage. Mais aussi en veillant au renforcement de la mixité sociale. L'orientation 3, prendre en compte les besoins liés à la transition démographique. C'est vrai qu'il faut prendre en compte les besoins des personnes âgées, mais aussi les besoins d'hébergement pour les jeunes actifs et les jeunes étudiants. L'orientation 4, développer une métropole solidaire pour les foyers les plus précaires et répondre aux besoins spécifiques en logement et hébergement.
Pour cela, il faut donc développer des réponses adaptées aux besoins spécifiques qui ne peuvent être couverts par le logement ordinaire et favoriser les réponses innovantes pour les besoins non couverts. Enfin, l'orientation 5, faire vivre le PLH, c'est par la mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat, mais aussi en réalisant un bilan du PLH à mi-parcours. Voilà, si vous avez des questions, je n'ai pas tout relu parce que c'est plutôt un condensé. Si vous avez des questions là-dessus, sinon on passera donc au PLH de la commune des Sorinières. Si on peut le voir. Donc la fiche communale des Sorinières, on a quelques données de cadrage. On voit bien en ce qui concerne le parc, l'évolution entre 2010 et 2015. On est sur une évolution de 1,6% d'augmentation par an. C'était en 3270 résidences principales en 2016, dont 339 logements sociaux, avec un taux de SRU de 10,3. Il manquait à l'époque, en 2016, 478 logements sociaux, alors que l'objectif était déjà de 25%. Pour les tailles, la taille des ménages n'a pas beaucoup varié entre 2009 et 2014. Elle est restée à 2,5 personnes par logement. Et là, on est peut-être un peu en avant, que ça fait rien. Les parcs du logement en 2017, on a 393 logements sociaux. Le taux SRU passe à ce moment-là à 11,71%, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et il manque 446 logements sociaux pour toujours un objectif de 25%. On peut le voir que c'est vrai, on a tous les ans, lors du budget, vote du budget, on s'aperçoit qu'on a toujours une pénalité SRU qui, à mes yeux, est importante. Et bien sûr, c'est pas facile d'arriver à 25%, d'autant plus qu'il y a toujours en même temps des constructions qui se font dans le diffus. Ça rame toujours pour essayer de faire augmenter ce SRU. Alors... Si on regarde les logements autorisés commencés, alors tu peux avancer. Si on regarde les logements autorisés commencés entre 2000 et 2018, on s'aperçoit qu'on est toujours sur une moyenne d'à peu près 90 logements, hein, ce qui a toujours été la fiche communale. Je rappelle que la fiche communale, on est à 90 logements depuis 2010 et que cet objectif a été tenu. Alors, on a certes en 2018, mais là on peut l'expliquer, hein, une forte augmentation, mais là il faut savoir que ce chiffre qui est indiqué va se planifier sur plusieurs années. On ne va pas faire 190-300 logements en 2018. D'abord déjà 2018 est presque fini et on est loin d'avoir commencé. Dans ces chiffres, il faut penser qu'il y a la ZAC des Vignes, le cœur de ville qui n'est toujours pas démarré, et le Ouest cœur de ville qui, lui, on est sûr, le permis ne sera pas délivré en 2018, mais probablement au-delà, en 2019. Donc tout ça, ça va se planifier sur plusieurs années, hein. Alors, donc là, l'objectif est maintenu, hein, donc on a bien fait nos 90 logements par an. Le trait rouge, c'était les objectifs 2014-2018. On est à un peu plus de 100% sur la métropole, hein.
Ensuite, en ce qui concerne les... Bon, bah, le reste après, les éléments, le tableau suivant, c'est bien, on est bien sur une moyenne de 91 logements, entre logements autorisés et logements commencés, on est à peu près dans les chiffres, 91 et 92. Sachant que là, quand on regarde la moyenne totale, 134 logements autorisés, c'est bien ce que je dis tout à l'heure, on a... Lorsqu'un promoteur se présente, qu'il a un objectif, Nantes Métropole le prend tout de suite en charge et en compte. Et bien souvent, c'est pas pour ça que ça se fait. Alors, on voit bien qu'on a une différence importante entre les logements autorisés et les logements commencés, puisque de 134, on passe à 114. Donc la fiche communale qui suit, c'est avec les objectifs 2030. Bon, bah là, il y a pas grand chose à dire. On est toujours sur 30 logements sociaux par an dans le diffus collectif et dans le petit diffus. Donc c'est là où on est sur 25 logements. Les opérations publiques que l'on maîtrise, bien évidemment, font que là aussi on a des logements sociaux, on a une production qui est plus forte, mais là on voit bien qu'on s'étale sur plusieurs années. Le cœur de ville, le cœur de ville et les actes des vignes, le cœur de ville il sera terminé en 2023-2024. On voit bien que les logements ne seront pas comptabilisés dès 2018 et vont se planifier jusqu'en 2024 probablement. L'île aux Sangleries, on est bien parti sur 100, c'est bien noté. Alors je vais quand même répondre à ta question, Rowan, parce que j'avais envie d'y répondre. Les 88 logements, je rappelle quand même que c'était l'urbaniste Nolwenn Leroy, Nolwenn Dulieu, pardon, qui l'avait fait. J'étais pas loin, mais c'est un lapsus révélateur. 88 logements, effectivement, c'était à la louche. Mais aujourd'hui, l'aménageur, qui est quand même plus spécialisé dans la comptabilisation des logements, il est sur 100. Voilà la différence. Mais j'imagine que si l'aménageur avait été choisi tout de suite, il aurait refait les calculs, il aurait commencé à faire des plans, des choses comme ça, il serait tombé sur 100 logements. Donc je pense que 100 logements me paraît être le bon chiffre, sachant que pour les espaces verts, il faudra peut-être, non pas pour le financement, mais pour les espaces verts, il faudra peut-être diminuer un peu le nombre de logements, mais ça sera l'œuvre des architectes et du service urbanisme de la commune et de Nantes Métropole. Donc, j'ai presque fini. Donc les opérations privées, on le voit, l'ouest du centre-ville, je l'ai dit, aujourd'hui, ça ne démarrera pas en 2018 puisque le permis n'est pas accordé et n'est toujours pas déposé non plus. Donc on va probablement couler sur 2019. La rue de Nantes, là c'est pareil, la rue de Nantes, ça peut très bien se faire un jour ou dans 5 ou 10 ans, on ne sait pas. Et la SMS rue des Écoles, là pour ceux qui ne savent pas, c'est où là il y a une modification, c'est là où se trouve le Lidl. Si demain le Lidl venait à s'en aller, pour une raison ou pour une autre, nous avons sur cet espace-là, depuis un bon moment, depuis 2007, une SMS qui fait que là, il était prévu qu'on y fasse des logements, et notamment des logements sociaux. Voilà. Une servitude de mixité sociale. Voilà. Si vous avez des questions. Muriel. Parce que là, vous parlez beaucoup de logements sociaux, d'aspect quantitatif. Alors, c'est pas péjoratif quand je vais faire le pendant qualitatif, mais c'est quoi votre cible de mixité sociale ? Vous dites qu'il y a 30 000 demandeurs en attente, mais quel profil, quelle typologie de personnes nous pouvons accueillir sur notre commune en termes de logement social, parce que le logement social c'est vaste.
Donc est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ? Juste... Ah, pardon. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on parle tout le temps de logements sociaux. Moi, je dirais que c'est un financement social. Merci, Marie-Christine. Moi, je préférais qu'on dise logement à loyer modéré. C'est d'abord ça. HLM, habitat, loyer modéré. C'est ça, c'est d'abord ça. Alors, il faut savoir que sur la commune des Sorinières, il y a des demandes, on est sur 600-700 demandes, dont au moins 200 demandes de Soriniérois. 2 Soriniérois qui seront prioritaires. Donc déjà ça. Alors, mixité, c'est tout ce qui est pré-social, pré-local, de locatifs sociaux. Ça peut les pré-locatifs sociaux aidés, les pré-locatifs sociaux en accession. Toutes ces choses-là, ce sont une mixité. Et la mixité, c'est aussi dans une résidence ou dans un endroit où il n'y a pas seulement que des logements à loyer modéré. Il y a aussi d'autres personnes qui fait que cette mixité sociale, elle fonctionne. Et aujourd'hui, sur la commune, nous avons quelques résidences comme ça où il y a cette mixité sociale, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors j'entends bien que quand on parle de logements sociaux, tout de suite c'est les cas sociaux. Moi, les cas sociaux, moi j'ai mes enfants avant de travailler, qui ont commencé à débuter. Je ne sais pas s'ils sont des cas sociaux, mais ils ont démarré dans les logements sociaux. Alors peut-être que ce sont des cas sociaux, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà. Est-ce que tu as eu ta réponse, Muriel? C'était ça la question? Non, mais c'est parce que c'est normal. Mets ton micro par contre, vas-y. Oui, oui, vas-y. Question de profil, elle demandait quel était. Non, peut-être oui. Non, c'est pas forcément des critères. C'est de savoir si aujourd'hui, parce moi je lis 30 000 demandeurs en attente. Ça veut dire que 30 000, c'est beaucoup de personnes. C'est sur le fichier des demandeurs de logements sociaux de Loire-Atlantique. Moi, c'est juste connaître le profil. C'est juste connaître le profil, c'est important. Si tu veux, le profil, en fait, c'est des personnes qui rentrent dans les critères du logement social. Autant dire 70% de la population française aujourd'hui. Mais c'est des personnes seules, ce sont des personnes. Ça peut être des familles, des personnes seules, ça dépend. Ça peut être En fait, il y a un calcul qui est fait, si tu veux, par rapport aux ressources, qui permet de calculer si tu rentres dans les critères ou pas. Suivant tes ressources, si tu es une personne seule, évidemment, on prend le quotient familial d'une personne, etc. Donc, c'est des personnes... C'est tout ça, Christelle, mais moi, c'était savoir si déjà vous aviez déjà des profils, des Nantes, enfin, je sais pas, des demandes, certainement de Nantes ou de la grande métropole qui... C'est assez varié, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est juste ça. Hein, quand on l'a dit tout à l'heure, si tu veux, sur les évolutions démographiques et sociologiques, ce qu'on s'aperçoit, et c'est pour ça que le PLH aujourd'hui le travaille en qualitatif, parce qu'ils ont fait des études, effectivement des projections sur le vieillissement de la population, les jeunes, les familles recomposées, tout ce qui est sociologie aussi, de séparation, de reconstruction de famille, c'est tout ça aussi. Enfin, je veux dire, dans les logements sociaux aujourd'hui, tu as la même représentation sociologique que ce que tu peux avoir dans les personnes qui ne sont pas dans les profils. Après, au niveau des critères logements sociaux pour attribuer sur les Sorinières, c'est des critères qui sont mis de priorité sur les Soriniérois ou qui ont un lien avec la commune ou qui travaillent sur la commune. Il y a toujours un lien évidemment avec la commune. Mais pas de profil particulier. Merci Christelle. J'ai une question concernant l'aspect rénovation énergétique du PLH. J'ai vu qu'il y avait donc un budget conséquent qui va être consacré à cela sur l'échelle de la métropole, aussi bien dans le public que dans le privé. Hein, André, tu l'as précisé. J'aimerais savoir si ce PLH prévoit de contraindre éventuellement les propriétaires, ou est-ce que ça va être toujours sur le principe du volontariat? Je pense notamment à des bailleurs sociaux, on y revient, il y en a quelques-uns sur la commune, un ou plusieurs, au moins un, qui laisse se détériorer le bâtiment, et donc ça crée des factures énergétiques folles pour les locataires de ces logements. Donc, est-ce qu'on a une rubrique, un paragraphe qui permettrait
qui permettrait d'imposer ces rénovations énergétiques. Non, aujourd'hui, bon, et c'est vrai qu'il existe des bâtiments qui sont énergivores, mais ce sont des bâtiments anciens quand même, ce ne sont pas des bâtiments nouveaux. Et les bailleurs sociaux s'attachent à essayer de rénover ces bâtiments parce que pour eux aussi c'est quand même un capital. Il ne faut pas penser qu'ils s'en foutent, que dans 10 ans tout s'écroule, ils en ont rien à faire. Mais je rappelle quand même pour ce qui concerne les constructions aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, il y a quand même des normes qui font qu'aujourd'hui tous les bâtiments doivent être aux normes de façon à ne pas être énergivores. Et je dirais en ce qui concerne les bailleurs, certains sont même en avance par rapport aux normes. Je pense que de ce côté-là, les bailleurs sont très vigilants avec ces normes-là, et c'est dans leur intérêt de faire des constructions vraiment au-dessus de la norme, de façon à, d'abord, conserver les bâtiments en meilleur état, et deux, ils savent très bien que les locataires qui sont présents dans ces locaux ont des difficultés à payer le loyer, ont des difficultés à se chauffer, et pour cela, ils sont très attentifs. Juste, là, je vais venir parce que sur le PLH, ça va au-delà aussi des locations, c'est que c'est aussi des aides qui sont données à des propriétaires aussi, donc ça c'est important aussi de le souligner, pour les bailleurs sociaux dont on aurait des retours de locataires qui auraient des problèmes d'énergie et qui seraient consommatrices. On voit très bien de quelle résidence tu parles. On les a rencontrés plusieurs fois. Moi, en tant qu'adjointe, j'imagine que c'est le cas d'Evelyne aussi. On suit précisément parce qu'il y a beaucoup de demandes, en fait, beaucoup de retours sur cette résidence-là. On a rencontré, pour ma part, j'avais rencontré du coup le bailleur. Ils ont mis en place un planning de rénovation petit à petit de ce bâtiment. Il est clair que, ça c'est leur proposition, il est clair que nous, au niveau politique, on va le prendre comme ça, il est évident que ces bailleurs-là, c'est pas dans notre intérêt de leur laisser la place sur nos prochains programmes. Je pense que c'est la meilleure pression qu'on peut avoir. C'est de dire aujourd'hui, si vous voulez pouvoir être sur les Sorinières, on a le choix des promoteurs, des bailleurs, on le voit sur nos réflexions. Il est évident que plus ça se passe bien, que ça soit sur les locations, sur les attributions, etc., plus on sera évidemment regardant. C'est un point important quand on fait le choix des bailleurs qu'on peut mettre sur les projets. Merci. Alors, merci André pour toutes ces informations sur le PLH. Je l'ai regardé avec attention et je suis... Ouais, c'est pas mal. Au niveau qualitatif, je suis complètement d'accord avec les propos que j'ai entendus, tant en commission qu'à ce conseil. Il y a vraiment un véritable effort de fait, et vraiment je le cautionne, et pour ce point-là, je suis vraiment en phase. Par contre, André, je vais vraiment avoir des problèmes de chiffres ce soir. Voilà. Donc j'en ai évoqué un tout à l'heure où le point de départ c'est bien 88 et non pas 100. Voilà. Et là j'ai un nouveau, un gros problème, c'est que je vois dans le PLH des données qui sont intéressantes, où je vois que notre population, elle évolue de 1,6% par an. Je trouve ça bien. Et puis sur notre PLH 2019-2025, je vois 1016 logements. Voilà, alors j'ai compris, les intervalles, les permis qui sont déposés ou pas, peu importe, là on est sur une durée relativement importante, ça fait 1016 logements en 6 ans, donc c'est intéressant. J'ai vu que la taille de nos familles ne changeait pas, 2,5, donc je me dis 1016, 2,5 en moyenne, donc je me retrouve avec un peu plus de 2500 habitants supplémentaires par rapport à nos constructions. Et là je me dis, tiens, on construit des bâtiments sur la commune des Sorinières pour une évolution de la population de 4,5%. Or, on me dit que la population, elle évolue de 1,6%. Je me dis, bon, j'ai dû faire une erreur quelque part dans mon approche. Donc, je suis désolé, André, je suis un homme de chiffres. Donc, je suis allé voir ailleurs et j'ai regardé un peu ce que faisaient nos petits voisins. Et en regardant ce que font nos petits voisins, j'ai vu que des communes qui sont proches de notre population, Basse-Goulaine,
aux alentours de 8500 habitants, ils bloquent leur PLH à 50 logements par an. Je dis, ah, tiens, intéressant, c'est pas sur le calcul que j'ai trouvé, qui n'est pas de 90 mais de 145, j'ai compris, voilà, mais on tombe sur 145, je dis, tiens, c'est plutôt 50, c'est 3 fois moins que ce que l'on prévoit sur les Sorinières. Oh, j'ai dû me tromper, je vais changer de surface. Je vais regarder à Bouguenais. À Bouguenais, 20 000 habitants, on est à 160 logements. Ah, mais on est presque 3 fois plus de population. Ah, tiens, bizarre. Je refais les ratios, je tombe proche des ratios de Bouguenais. Je regarde Rezé, 320 logements. Population, 40 000. Tiens, je tombe encore sur un ratio. Au total, et je suis désolé, ce soir je suis un homme de chiffres, au total, je trouve que les Sorinières construisent quasiment 2,5 à 3 fois plus de logements que ce que l'on estime de l'évolution de notre population sur cette même période. J'ai cru comprendre qu'on voulait garder la campagne en ville. Je me dis, tiens, là, il y a quelque chose qui ne doit pas matcher. Soit il y a quelque chose que je n'ai pas compris, soit je me suis pris les pieds dans le tapis, mais je veux bien quelques explications. Je suis désolé, mais tu m'as enlevé une bonne partie de ce que j'allais dire. Tu m'as totalement devancé. C'est réglé. Non, mais j'ai une autre. Je vais compléter quand même, parce que moi aussi ça m'a interpellé. Donc moi je suis tout à fait favorable à l'orientation définie par le PLH. Si on prend notamment ça a été évoqué, les demandes de logement, on est aux alentours de 600, 650, voilà, ça reste assez stable, avec 200 ou un peu plus qui sont considérés comme étant prioritaires par rapport aux critères qui ont été arrêtés en leur temps pour accéder à un logement locatif social sur le territoire de la commune. Et moi j'ai été interpellé aussi, effectivement, sur cet aspect des choses et sur les chiffres, et sur un autre aspect aussi. Mais je pense que tu l'entendais également. Tu l'as pas dit. Non, attends, je poursuis. Donc effectivement, on est sur la période 2019-2030 en termes d'objectifs de logements à construire, à réaliser. On est, tu as dit 1016. Moi, j'y ajoute les 303 logements locatifs sociaux. Donc on est en fait à 1319. Et si on prend effectivement alors là, il y a des incertitudes qui mériteraient d'être vérifiées quand même. C'est très incertain parce que moi, je me souviens quand même, comme certains élus ici autour de cette table, avoir participé à c'était dans le cadre d'une réunion qui était organisée, alors je ne sais plus quel intervenant était venu, peut-être Laurent, c'était dans le cadre d'une réunion liée aux données de cadrage sur les données démographiques et par rapport au suivi des effectifs scolaires. Et donc il avait été précisé tout un tas d'éléments statistiques qui avaient été particulièrement intéressants, qui avaient été communiqués à l'occasion de cette réunion, et notamment sur la question du logement, et des logements construits sur la commune, il était expliqué, là, c'est l'intervenant qui disait ça, je l'invente pas, je l'ai noté, chaque gain de logement c'était 1,1. Alors déjà il faudrait savoir, certains disent 2,5, d'autres 2,4, là c'était 1,1. Bref, si c'est 1,1, si on prend la référence des objectifs, on est quand même, on va être à 17% de population supplémentaire. Si on est à 2,4, c'est près de 40% de population supplémentaire. Et moi la question... attention, ne vous méprenez pas sur mes propos. Moi, je suis tout à fait, bien évidemment, enclin à ce qu'on réponde aux demandes de logement. Sauf que moi, l'interrogation que j'ai, et là, il y a une faille dans le PLH. Il y a une faille monumentale. Elle est monumentale, la faille. Il n'y a aucune évaluation qui est faite. Alors moi, le document, j'ai passé une semaine dessus. Je suis allé sur le document qui a été présenté au Conseil communautaire du 22 juin 2018, donc qui fait plus de 300 pages, qui balaie des sujets, enfin, le diagnostic, fort intéressant d'ailleurs, les orientations stratégiques et la déclinaison par territoire, par commune. Mais il y a une faille monumentale dans tout ça. C'est par rapport... Alors, bien sûr, l'objectif central, c'est la construction de logements. Mais qu'est-ce qu'on met en parallèle en termes de services et d'accompagnement pour l'arrivée de cette population, d'équipements municipaux, de services municipaux. Et vous savez bien qu'on est soumis quand même à des tensions, à quelques contraintes, via la baisse des dotations de l'État. On le ressasse à chaque fois sur tous les projets qu'on peut avoir. Et donc, je doute que ça s'arrange, par ailleurs, quand on voit les orientations qui sont prises sur le plan politique. Donc moi, c'est une interrogation forte. Qu'est-ce qu'on va mettre en parallèle ? Moi, je suis d'accord pour qu'on construise le nombre de logements suffisant pour accueillir la population, on a de la demande, etc., qu'on y réponde. Mais en parallèle, qu'est-ce qu'on met en termes de quel budget on dégage ? Comment on mutualise aussi les moyens au niveau de Nantes Métropole en termes d'équipement ? Et là, il n'y a rien sur le sujet. Il y a un vide
totale, une défaillance totale. J'ai cherché dans d'autres documents, parce qu'il y a le PLH, mais d'autres documents aussi annexes qui sont aussi fort intéressants et multiples. Il n'y a pas grand-chose sur le sujet quand même. Je trouve que c'est quand même assez inquiétant. Alors, une fiche communale, c'est quelque chose qui se discute à partir des chiffres qui sont enregistrés par la métropole. C'est-à-dire qu'à partir du moment, André l'a dit tout à l'heure, mais ça je tiens à le rappeler, ça ne veut pas du tout dire que ça a un lien avec la réalité. Parce que j'ai une petite expérience en la matière, on en a vu des projets qui ne sont jamais sortis, ou des projets qui sont sortis 4-5 ans après. Donc ça c'est une réalité. Donc à partir du moment où un promoteur dit moi je vais faire un projet à tel endroit, c'est dans les règles du plus, eh ben, je porte ma candidature parce que comme j'aurai un pourcentage de logements sociaux à faire, eh bien, il faut que la métropole enregistre et donne son accord sur les logements sociaux en question. Donc effectivement il y a une phase où il y a beaucoup de gens qui se manifestent. Et surtout que là il y a parfois des étapes, des règles plus difficiles en termes de construction. Le 100% accessible, ça ne plaît pas beaucoup à tout le monde. Donc ils se sont tous aussi précipités pour faire des projets, amener des demandes, qu'on étudie leurs dossiers, etc. Donc moi je pense qu'il faut quand même être prudent, et la fiche communale, vous avez vu que nous on n'a pas respecté pendant un moment l'objectif, parce que pendant quelques années on était plutôt à 75-80 que 90. C'est-à-dire qu'on peut se donner un objectif, encore faut-il que ça puisse se faire dans la réalité, et on voit bien que le décalage d'un certain nombre d'opérations a fait que pendant un moment on ne les faisait pas. Alors nous, 90, ça nous semblait être un chiffre qui permettait d'accueillir, et tout ce qui a été dit par Christelle au départ sur les besoins de renouveler la population par rapport à nos équipements et à nos commerçants. Bon, ça c'est une chose. Sur les communes voisines, c'est très facile d'aller voir comme ça. Sauf que vous connaissez, cher ami, la situation de Basse-Goulaine. Erwan? Je t'écoute. Non, mais tu la connais, la situation de Basse-Goulaine? Je t'écoute. J'écoute les arguments. Je suis bien placé pour savoir que, vu le nombre de zones humides, ils n'ont plus de place. D'accord? Donc ils vont essayer de reconstruire un endroit où c'est possible, mais ils n'ont aucune extension possible. Et donc, ils ont une grosse difficulté là-dessus. Il y a d'autres communes comme ça, hein, la montagne, n'en parlons pas. Par contre, Bougnay, est-ce que tu es au courant qu'il y a un aéroport qui est resté par là? Non, mais je dis ça, moi, je sais pas. Hein, tu as beaucoup lu de beaucoup de choses, mais il y a une réalité qui s'impose à tout le monde, c'est que... non, attends. L'aéroport, on en parlera à la fin du conseil municipal, puisque Christelle a proposé de mettre une motion. Donc je vais abréger là-dessus, sauf que le droit à construire, il va complètement disparaître sur Bougnay. Donc ils vont quand même essayer de... Bon, voilà, on en parlera après si tu veux. Tu as plein de communes comme ça où il y a des bonnes raisons de dire, nous, on ne peut pas aller beaucoup au-delà. Bon. Après, il y a ce qui est indiqué dans les moyennes et dans les objectifs et ce qui se réalise. Donc il faut être très prudent sur à la fois l'analyse des chiffres que chaque commune peut demander et de la réalité, ce qui se passe après. Par rapport au nombre de personnes par logement, eh bien effectivement, dans les logements neufs, on a beaucoup moins de personnes que dans les logements qui existent sur la commune. Parce qu'il se construit beaucoup de petits logements. D'ailleurs, les promoteurs, ils font du logement, c'est-à-dire qu'ils mettent plutôt des petits logements, comme ça, ils les vendent, ceux qui sont à vendre, au mètre carré, ils les vendent beaucoup plus cher que les grands logements. Donc financièrement, ils ont tout intérêt. Donc résultat, on se trouve à voir dans tout ce qu'on ne peut pas maîtriser, parce qu'on ne peut pas imposer à un promoteur privé la typologie. Alors ils viennent bien nous voir pour nous demander ce qui serait bien de faire, mais après ils font ce qu'ils veulent sur les logements libres. Donc d'où l'importance, au passage je le fais une parenthèse, mais sur tous les programmes qu'on maîtrise, que ce soit la ZAC des Vignes ou le Cœur de Ville, là on peut, et comme c'était dit tout à l'heure par Christelle, les résidents seront beaucoup plus nombreux dans le cœur de ville, au moins pour l'instant sur la partie sud, parce qu'on a recruté aussi un promoteur qui respectait cette règle de résidents avec des gens qui habitent la commune, qui achètent pour y habiter. Alors que en lot libre, je connais d'autres promoteurs que je ne nommerai pas qui ont construit que de l'investissement. Donc résultat, aucune participation à la vie locale, enfin bref, tout est à l'envers. Hein. Donc tout ça pour te dire que le chiffre des nombres d'habitants, eh bien, ça fait longtemps qu'on nous dit qu'on va augmenter vu ce qu'on construit comme logement. Et en fait, on n'augmente que très modérément.
Et puis après, les services, l'étude de Laurent, montre pas qu'il y a un accroissement des effectifs scolaires aussi impressionnant qu'on pourrait le penser. Voilà ce que je pouvais dire, je crois que j'ai à peu près... Et alors, par rapport à la question de Bruno... Donc, encore une fois, en résumé, les chiffres et la réalité. Les services communaux impactés, je viens de te le dire sur les écoles, l'impact il sera pas si sensible que ça. Et sur les équipements de sport, etc., on vient de faire une 3e salle de sport, on a quand même un peu de marge devant nous. Je rappelle juste que sur l'école, on a du foncier qui est quand même réservé à côté du clos. Donc si on doit prévoir un agrandissement, c'est quelque chose effectivement qui est possible. C'est anticipé. Sur les politiques publiques, parce que ça c'est pour la ville, pour les politiques publiques de la métropole, le projet de PDU montre bien tout ce qui va être fait en termes de développement. On va avoir au prochain conseil métropolitain à voter la délégation de services publics renouvelée à la Sémitane. Dans le PDU, il y a 30% de budget supplémentaire qui est prévu, par rapport à ce qui existe. Dans la délégation de services publics, il y a une augmentation régulière et continue de l'offre au niveau de la métropole. Donc, il y a les politiques communales. Alors, après, chaque commune voit si ses équipements sont en adéquation. Et puis, il y a la politique métropolitaine qui suit aussi la progression de ce chiffre d'habitants. Voilà ce que je pouvais ajouter pour préciser. Merci, monsieur le conseiller métropolitain. Juste, je veux revenir sur les chiffres, juste pour reprendre une chose. Notre engagement, c'est 90 logements. C'est ce qu'on s'est engagé à faire à la métropole. Si on les avait écoutés, ils auraient planché sur ce qu'on avait fait en moyenne. Il n'était pas question pour nous de pouvoir partir sur un chiffre qu'on ne maîtrisait pas. Quand on dit 90, c'est notre engagement. Ce qui veut dire qu'il est évident que pour nous, ce qu'on peut maîtriser, il va falloir qu'on le fasse. On ne peut pas maîtriser tout. On ne peut pas maîtriser le diffus avec des propriétaires privés qui, parce que ça leur apporte des sous, vendent au plus offrant. Donc, on essaye derrière, nous, ça a été le cas dans le PLUM par exemple, d'essayer de cadrer, parce qu'effectivement, c'est ce qui permet de limiter certaines choses, notamment sur le diffus, mais sur tout ce qui est public, et je vais vous donner un exemple, on peut mépriser, effectivement. Décidément, maîtriser. Bon, je donne un exemple. La dernière tranche donc, de la ZAC des Vignes, qui n'est donc pas sortie, qui normalement devrait sortir. On a fait le choix, quand je suis arrivée, de dire non. Trop de choses sortent en ce moment. On a des projets qui sont en cours. Le cœur de ville, qui est une réussite. Il y a 150 demandes aujourd'hui de personnes qui sont sur les Sorinières aux alentours. Donc c'est une demande. On a la Sanglerie, on en discute tout à l'heure, on en a parlé, qui doit arriver. Pour nous, c'est des projets phares qui sont importants. Si on doit être à droite et à gauche en même temps, c'est pas possible. Donc sur nos projets, il faut qu'on maîtrise la tranche 4 de la ZAC des Vignes. Aujourd'hui, à la demande de la commune, dès que je suis arrivée, ça a été ma demande, j'ai dit, je ne veux pas en entendre parler pour l'instant. Laissez-nous gérer ce qui arrive dans le diffus et qui pour nous est déjà un problème puisqu'on doit effectivement revoir les projets, vérifier avec les riverains, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on soit clair, c'est notre engagement, c'est ce qu'on s'est engagé auprès de la métropole, 90, pas plus. Maintenant, si jamais tout ce qui est privé arrive et qu'on est dans les règles du PLUM demain, on sera obligé de passer les permis à nous, de travailler en amont avec les riverains pour que ces projets-là aient quelque chose d'acceptable pour eux, pour vivre autour, enfin en tout cas autour. Mais si on veut respecter cet engagement de 90, on a la maîtrise de nos projets, qui sont des projets de ZAC et sur lesquels on peut effectivement avoir la main. Et je vous dis, pour la tranche 4, c'est vraiment un engagement qu'on a souhaité mettre en avant à la métropole, ne pas sortir ce projet-là tant qu'on n'a pas fini de voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Alors, quelques petits commentaires quand même par rapport à ce que j'ai entendu. Merci Christian des informations et de tes réponses, et je vois que tu connais bien la métropole, super. J'imagine que les écarts qu'il y a entre les communes et ce qui est écrit dans les fiches communales, ça doit exister sur toutes les communes. Donc le travers qu'il peut avoir sur les Sorinières, il peut également exister dans les autres communes. Il se trouve que les ratios sur les autres communes sont relativement proches rapportés à la population. J'ai entendu ton commentaire, mais le ratio, le concours de circonstances, certainement, fait que pour une population d'à peu près 8000 habitants, on tombe à peu près entre 50 et 65 logements. J'entends, entre ce qui est écrit sur les fiches et ce que référence la métropole, il peut y avoir des choses différentes. Il se trouve que je les ai pris au hasard, ces communes. Donc voilà, premier élément, mais j'ai entendu les commentaires.
Deuxième élément, 90 logements, c'est bien, je vois qu'on veut le manager. Mais si je fais ce même calcul, si je fais ce même ratio, puisqu'on me dit qu'au Sorinière, c'est 2,5, on est donc sur une croissance de l'habitat de 2,7 à 2,8. Donc on se remet encore ce même schéma, et je vois Christian qui dit non, mais si le diable il est dans les détails, à partir du moment où on se met un projet et une limite, le diable il est dans les détails dans ces projets-là, on part pour 5 ans, on part pour 6 ans, une fois qu'on se l'inscrit, au conseil municipal dans 2-3 ans, on se dira, on n'est pas à nos seuils, on s'était engagé sur 90. Cet engagement de 90 fait une croissance de logement de 2,7% sur la commune. Voilà. D'habitants. Voilà. Je veux bien donner d'autres exemples. Tu as plusieurs autres communes de la métropole, Thoiret et Sainte-Luce, qui ont eu aussi un bout, un moment, qui était à plus de 4, Boye aussi, plus dans les 3-4. Si je prends Sautron, par exemple, eh bien, ils avaient un grand projet de ZAC près du centre, hein, tout à fait approprié par rapport à tout ce qu'on cherche dans nos politiques publiques. 80% de zone humide. Allez, terminé. Madame Gessan, revoyez vos projets. Du coup, ils ont une fiche communale qui est plus basse que la nôtre. Nous, on a cette chance, entre guillemets. Non, parce que les zones humides, ça apporte de l'espace vert, mais on en aura dans le cœur de ville, entre les clos de la forêt ici. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de problème de cet ordre-là, ça change la donne. Hein. Voilà, un élément que je peux donner. Pour compléter ce qui vient d'être dit, juste brièvement, je pense qu'il serait quand même important d'affiner, on doit pouvoir avoir cette opportunité à travers la déclinaison du PLH, puisqu'il y a eu un bilan qui a été présenté aussi, j'ai ça en mémoire, puisque le précédent PLH courait jusque... c'est 2017, hein, ça, Comment ? Le précédent, oui, 2016-2017. Je me souviens du bilan. Moi, je me souviens du bilan. Donc, il y a quand même un élément important sur lequel on discute et on échange. C'est le ratio qu'on avait arrêté à 90. On est resté à 75 pour des raisons diverses et circonstances. Tu l'as expliqué, Christian. Là, on repart sur 90. Ce qui serait intéressant, c'est au travers du bilan, mais manifestement, on doit avoir accès à ces éléments-là. Puisqu'on a du mal à situer sur le... Moi, je pense sur les éléments que j'avais, qu'on est, en fait, on est en deçà de 2,4, contrairement à ce qu'on pouvait croire. On était parti du postulat que, effectivement, chaque logement neuf induisait, donc après, un ratio de 2,4, 2,5, voilà. En fait, a priori, on est très nettement en deçà. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait affiner, qui me semble être important par rapport à la perspective de réalisation, où là, on est sur 1300 et quelques logements. Ça, stratégiquement pour la commune, même si j'entends ce que tu as dit, Christelle, la réserve foncière qu'on a pour le clos, etc. On vient effectivement de construire une salle de sport, on va avoir une médiathèque, donc on voit bien que voilà, on inscrit nos politiques publiques dans la réalisation d'équipements municipaux. Mais moi, ça m'interroge quand même, de savoir dans quelle proportion la démographie de la commune va progresser sur cette période jusqu'en 2030 par rapport au ratio qui a été arrêté, et si on met ça en parallèle avec j'allais dire taux de remplissons, c'est une mauvaise loi, mais le nombre d'habitants en progression de 4, moins 5, on se situe où. Ça me semble quand même un élément important pour définir et affiner notre stratégie, nous, pour ce qui nous est notre responsabilité, même si bien évidemment toutes les décisions qui sont prises au travers du PLH qui nous impactent ont été arrêtées communément en termes de décision, mais là il y a quand même des choses en termes de stratégie qui nous appartiennent, en termes d'accompagnement de la population, de services publics, qu'est-ce qu'on met en parallèle, et moi ça me semble être un élément important qu'il faudrait quand même affiner très sérieusement. Vincent. Bon, le PLH. Bon, quelques points positifs un petit peu quand même. Voilà. 100% de logements PMR, donc on considère que c'est une bonne chose. Hein. Personne ne l'a dit, mais je pense qu'il faut le dire quand même. Hein. Les résidences autonomie sont à 200 places. Pareil, très bien aussi. Hein. Après, point un petit peu moins positif. Alors le 35% de logements sociaux, c'est pas pour le nombre de logements sociaux, c'est que ça nous paraît un petit peu irréalisable. Je m'explique. On a peur que cela risque d'impacter le prix des autres logements à un moment donné, des logements restants, des 65%. Ou alors d'impacter la qualité de la construction.
Parce qu'il y a un moment donné, les promoteurs, ils vont pas construire à perte. Et donc, on est assez inquiet sur ça et on demande à voir comment ça va pouvoir être fait et géré. Hein, mais attention, c'est pas contre le 35%, qu'on soit bien d'accord. Hein. Une chose que personne ne parle jamais, au niveau de l'attribution des logements sociaux, en fait, il n'y a jamais de contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui s'installent dans des logements sociaux parce qu'à un moment de leur vie, ils ont un besoin, une problématique. Et il y en a qui, quand même, qui sont 5 ans après, s'y trouvent toujours très bien, n'ont plus les mêmes problématiques et ils sont toujours. Il y a un plafond, il y a une enquête sociale tous les ans qui est envoyée aux locataires. S'ils n'y répondent pas, ils ont un surloyer qui est appliqué d'office, du niveau d'un logement locatif classique. Donc c'est impératif. Mais bon, en même temps, ils prennent quand même la place de quelqu'un qui a besoin d'un logement social. Oui, je suis d'accord sur le principe. S'ils payent un surloyer, c'est à eux, après, à un moment donné, de se rendre compte qu'ils payent plus cher que dans le privé. Mais s'il est bien, il est après, honnêtement, j'ai un gros doute sur le fait que des gens aient envie de rester dans du logement social alors qu'ils pourraient accéder à la propriété, puisqu'à un moment donné, on arrive sur des tarifs qui sont effectivement le prix d'un loyer, enfin d'un oui, mais crédit. c'est pas la demande et le besoin de tout le monde. Après, bon, ça doit exister, hein. On voit bien des ministres qui sont... Mais ce que je veux te dire par là, c'est que ça doit pas en faire une généralité, je pense. Donc, bon, quoi qu'il en soit, donc ce PLH que nous aurions dû voter avant le plume va dans le même sens, c'est-à-dire une urbanisation intensive de notre commune. Hein, là, on peut pas le nier. Les ratios parlent d'eux-mêmes. Hein, donc nous, c'est donc pour les mêmes raisons que nous voterons également contre. J'ai bien compris. Je te laisse Dédé répondre à toutes ces questions. Je te rassure, Erwan, moi aussi j'aime les chiffres. mais j'aime aussi les mots. Et quand je regarde le tableau que tu as sous les yeux, diffus collectif, prévision. C'est pas marqué certitude, il est bien marqué prévision, 2019-2030. Donc déjà, on dépasse 2025. Petit diffus, prévision, 2019-2030. Christelle l'a dit tout à l'heure, en ce qui concerne les réponses au public, on les gère, et je pense que les chiffres là pourront être vus sans problème. Alors, 2019-2025, 145 logements par an. 1016, c'est cela. C'est pas par hasard qu'on a ces chiffres-là. C'est qu'en 2025, la loi SRU se termine et l'objectif, puisqu'on parle bien d'objectif, c'est marqué dans le titre, l'objectif c'est bien d'avoir 25%. Est-ce qu'on y arrivera ? Je ne sais pas, moi j'ai mon idée, vous avez peut-être la vôtre, mais ça c'est l'objectif. Mais où t'es pas allé jusqu'au bout, c'est que 2026-2030, on n'est plus qu'à 45 logements, parce qu'on suppose que l'objectif a été atteint, et moi j'ai des doutes. Et non, on n'est plus là à ce moment-là sur 145 logements, mais si on prend sur l'objectif jusqu'en 2030, on est sur 109 logements. Donc les chiffres, on les fait un peu parler comme on veut. Moi, je ne les vois pas tout à fait comme toi. Alors... En effet, on est dans une soirée de chiffres, tu as raison André, mais tu vois, 109 de maintenant 2019 à 2030, c'est pas 90, c'est 19 logements de plus multipliés par 10 années ou 11 années. On est d'accord, on est dans les chiffres. On est d'accord, sauf que là, c'est toujours, je dis, ce sont bien des objectifs. On le voit bien aujourd'hui, on a eu quelques difficultés à réaliser nos 90 logements, et probablement que dans les années qui viennent, on aura aussi ces problèmes. Ça ne sera pas toujours facile de réaliser 90 logements. Il y a des fois, peut-être on fera un peu moins, d'autres fois, on fera un peu plus. Ça, c'est impossible. Alors, la comparaison avec les autres communes, bon, c'est facile, on a presque tous répondu. Le droit à construire à Bouguenais, c'est pratiquement zéro. Il n'y a plus moyen avec le PEB, on ne peut plus construire. Rosé, ça devient la même chose. Alors, à partir de là, après, on est parlé des zones humides, c'est zéro. Et aujourd'hui, il se trouve que les Sorinières, avec l'aéroport qui n'est pas déplacé, avec le mine qui s'installe, c'est une collectivité qui est très attractive.
Aujourd'hui, on a des fortes demandes, y compris dans le diffus, qu'on ne maîtrise pas. Je le répète bien, le diffus, on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un terrain de 2-3 000 m2 qui est trop grand, qui ne peut plus entretenir, un promoteur vient et il met l'argent, il met ce qu'il faut. Et ça, on ne peut pas le maîtriser. Parce que la commune est très attractive. Et ça, on n'y peut rien. Et on peut faire ce qu'on veut. Alors, en ce qui concerne la densification, je rappelle quand même que, pour ce qui nous concerne, et qu'on regarde le PLUM, mais pour ce qui nous concerne, on essaie surtout de faire de la rénovation urbaine. On le voit bien, la rue du Général de Gaulle, on le voit bien sur la rue Georges Clemenceau. Et ce qui est fait, c'est des anciennes maisons qui étaient abandonnées, qui sont détruites, pour faire, même si c'est un petit immeuble, c'est toujours un immeuble, mais il me semble que l'immeuble, il est mieux là que d'aller le faire au milieu d'un lotissement. Donc, la densification, pour moi, elle n'est pas évidente. C'est surtout du renouvellement urbain que l'on fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Plutôt que de consommer des terres, vaut mieux rénover le centre-ville et le cœur de ville, plutôt que d'aller utiliser des terres à droite et à gauche et bousiller ainsi des espaces agricoles. Voilà. Avant de terminer, je voulais juste dire que si on peut se féliciter que notre commune soit attractive. Moi, je le redis, comme je l'ai dit au début, c'est la garantie de conserver des services de proximité aux populations et de garantir à nos commerçants et à nos entreprises du travail et de l'emploi. Donc, je pense que c'est aussi, malgré tout, intéressant et que je vous rejoins tous, on est à nouveau tous d'accord, il faut le maîtriser. Et c'est bien ce qu'on fait quand on est en partenariat avec la métropole et qu'on décide de nos chiffres, parce que si on n'avait pas décidé, on aurait eu plus que 90 dans nos objectifs, donc c'est bien la preuve qu'on travaille là-dessus. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on discute dans nos commissions ou dans nos comités de pilotage, on est bien attentif à la maîtrise, c'est ça qui est intéressant. Dédé, je te laisse... Je sais qu'Erwan aime beaucoup les chiffres. Erwan, de 2000 à 2018, la moyenne calculée, même si elle est un peu exagérée par rapport à la réalité, 114 logements, c'est ça ce que tu as sur ton tableau? Tu multiplies par 2,5, ça te fait 2560 logements. 2560 logements de 2010. Habitants, oui, pardon. Habitants. Habitants. Là, c'est plus de la densification. Non. Alors ben voilà, mais c'est lui qui me retarde là. 2560 habitants, calcul fait. Ce qui veut dire que, quand on était à 7244 à l'époque, en 2010, on serait déjà à plus de 10 000. Où est l'erreur? Voilà, c'est tout. Je note que c'est tout, donc. On va pas répondre à ça parce que on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est un peu falsifier la vérité, je dirais. Gentiment, mais je le dis quand même. Alors, on va donc procéder au vote si vous voulez bien. Donc, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci.